Alors, bienvenue à ce 9e épisode dont on a fait nos recherches. Fred Savard avec vous pour vous présenter un épisode qui sera enregistré à l'Université Laval. C'est le deuxième depuis les tout débuts de ce projet de balado, mais c'est la première fois qu'on était en plein cœur, presque à l'extérieur du campus de l'Université Laval. C'est en pleine forêt, dans un espace vitré, avec une partie des chercheurs, des chercheuses et de plusieurs étudiants. Ça aussi, c'est une première. On a fait nos recherches. Les gens de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval, donc un institut qui regroupe des membres de plusieurs départements, mais un institut dédié donc à l'inclusion sociale des personnes aînées. Et justement, on va parler de l'initiative pour l'inclusion sociale des personnes aînées, un projet qui s'est déployé sur 5 ans, de 2020 à 2025. Et c'est intéressant parce que là, bon, évidemment, le sujet peut sembler niché, mais c'est un peu la mission que s'est donnée cette balado d'aborder en fait, bien sûr, de mettre en vedette le travail des chercheurs et des chercheuses. Et là, dans ce cas-ci, avec des étudiants aussi, ça c'est intéressant parce qu'on va les entendre, des étudiants et des étudiantes. Mais on va avoir un regard aussi sur le déploiement de cette initiative. Alors, on ne va pas juste parler des initiatives, on va parler des processus d'évaluation et comment on peut déployer des initiatives en milieu communautaire, des milieux qui sont souvent fractionnés parce qu'à court de ressources. Alors, en tout cas, vous allez voir, il y a toute cette réflexion-là. Et à la toute fin aussi, on va parler à la coordonnatrice, celle qui s'occupait aussi de faire connaître cette initiative-là auprès des médias de la région de Québec. Ça se passe dans la région de Québec. C'est vraiment intéressant parce que là, on va avoir un regard aussi sur comment on vend un projet universitaire de recherche comme celui-ci. Alors voilà, c'est le menu donc de ce 9e épisode dont on a fait nos recherches. Bonne écoute tout le monde. Mireille Fortier, coordonnatrice de l'IVPSA. André Tourigny, responsable de l'initiative pour l'inclusion sociale des personnes aînées. Un enjeu collectif. Un enjeu collectif. Et on est là. Là, on est où présentement? On est dans une espèce de bulle qui est la cabane Boisé-Roberge à l'Université Laval. Je présume que les cours se donnent pas ici, là. Non, absolument pas. Les cours se donnent dans les pavillons autour de la cabane. Oui, voilà. Alors, c'est la première fois que je viens au cœur du campus et je savais pas qu'il y avait ce mix de nature et de campus. Alors, voilà. Ça se peut que vous entendiez les branches qui frappent sur le plafond qui est transparent et ça se peut qu'on n'aura pas de coup de soleil aujourd'hui, heureusement. Mais ça se peut qu'on... Voilà, vous allez entendre toutes sortes de choses. On va peut-être commencer par présenter l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval, André Tourigny. Oui, alors l'Institut a été créé en 2002. Suite à une consultation faite sur le campus où, si on recule dans le temps, là, le vieillissement n'occupait pas la place qu'il occupe actuellement. Ouais. Et on s'apercevait que c'était un peu diffus dans différentes facultés. Alors, la haute direction de l'université jugeait bon qu'on développe un institut pour assembler les forces vives. Alors, l'institut est composé actuellement là, d'une trentaine de profs-chercheurs venant d'au moins 7 facultés sur le campus. Composé évidemment de leurs étudiants, des étudiants qu'ils ou qu'elles encadrent, et aussi d'autres partenaires ou de collaborateurs. Et c'est la caractéristique de l'Institut par rapport aux autres instituts sur le campus. Il y en a plusieurs. Ouais. Mais le volet partenaire, donc des organismes communautaires, des tables de concertation pour aînés, des associations comme la FADOC par exemple, sont membres de l'IVPSA et participent à nos activités. Et c'est un des buts de l'IVPSA, c'est un lieu de discussion, d'échange, de réflexion sur les enjeux du vieillissement et de la participation sociale. Et l'autre intérêt amené par l'Institut, c'est qu'on est très proche des partenaires, on identifie, on est davantage au courant de leurs besoins et on met ces besoins-là perçus par les organismes ou les tables
en lien avec la communauté de recherche de l'université pour développer des projets, répondre à des besoins. Ou inversement, il y a des profs ou des chercheurs qui ont des idées de recherche et recherchent des partenaires, des terrains pour expérimenter. Alors, ça joue dans les deux sens. Et à ce titre-là, les VPSA, c'est un facilitateur. Ouais. On pourrait peut-être en glisser un mot de l'initiative pour l'inclusion sociale des personnes aînées? Oui, c'est un projet, en fait, qui a été financé par Emploi et Développement social Canada. Et on a commencé cette réflexion-là quand même autour de 2018-2019. On avait d'autres projets dans la région, là, dont un projet sur l'isolement social. Donc, il y avait quand même une réflexion qui était entamée. Et quand le concours là, de EDSC, là, Emploi et Développement social Canada, est sorti, on a décidé d'y aller, de demander la subvention qu'on a obtenue. Mais il y a eu quand même, c'est quand même long là faire ce genre de demande de subvention là. On a commencé le projet là réellement en 2020. Les objectifs, j'imagine c'est large. En fait, on avait des objectifs pour l'IVPSA comme tel, là, comme structure de soutien, qui était de mobiliser les gens dans la région pour, au final, améliorer l'inclusion sociale des personnes aînées. Ouais. Donc, pour le faire, on est allé chercher des partenaires. On a fait un appel à projet où on a mobilisé là, des organismes communautaires de la région. Puis, chaque organisme avait son plan d'action qu'on a réuni dans un grand plan d'action dans la région pour avoir, entre autres, des activités là, qui favorisent l'inclusion, qui favorisent la participation sociale des personnes aînées, puis qui s'attaquent aussi à tout ce qui freine cette inclusion-là. OK, je vais juste, avant d'aller plus loin, peut-être la définir, l'inclusion. Donc, c'est la capacité de participer pleinement à tous les aspects de la société, c'est contribuer, d'en tirer parti. Okay. Et quand on dit tous les aspects de la société, particulièrement dans l'initiative, on a identifié 8 domaines de l'inclusion sociale. Et on peut se sentir incluse dans un domaine, mais exclu dans un autre. Okay. Par exemple, on peut se sentir inclus dans nos relations avec d'autres autour, mais on peut se sentir exclu des différentes formules d'habitation, de logement qu'il y a ou parce que c'est pas accessible à la fois physiquement ou financièrement, entre autres. Ouais. On peut se sentir plus ou moins inclus ou carrément exclu du domaine économique au niveau du monde du travail, par exemple, si on veut continuer à travailler. Donc, c'est ce qui fait la complexité de l'inclusion sociale et ce qui fait le lien entre ça et l'approche retenue d'impact collectif, parce que ça s'adresse à un enjeu social complexe dans un but de changement permanent ou périn. Oui. Et c'est une démarche intersectorielle et interdisciplinaire. Évidemment, on est à l'Université Laval, donc on est dans la région de Québec. Est-ce que cette initiative-là est ciblée spécifiquement pour les besoins, les caractéristiques de la région de Québec? Oui, en fait, dès le départ, on a déterminé le territoire qui est la communauté métropolitaine de Québec. Donc, qui inclut effectivement le milieu urbain là, de la ville de Québec, mais aussi la ville de Lévis, la MRC de la Jacques-Cartier et aussi la MRC de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Okay. Donc, il y a quand même une diversité là, dans le territoire. Là, on passe du centre-ville, là, par exemple, Limoilou, où on avait un projet, ou encore un projet en Haute-Ville, mais aussi un projet là, qui était à la grandeur de la MRC de la Côte-de-Beaupré. OK. Là, dans le plan d'épisode, évidemment, ça je ne garderai pas au montage, on avait. Est-ce qu'on parle tout de suite des réalisations? Est-ce que vous vouliez les aborder, les énumérer, ou qu'est-ce que vous avez envie pour cette première portion de véhiculer? Parce qu'on peut-être que ce serait intéressant de mentionner ou de décrire rapidement les 7 projets. Oui. Parce que ça faisait partie un peu de notre plan là, au niveau de. Mireille a fait allusion on a lancé un appel à projet. Oui. Il y a une trentaine de lettres d'intention qui ont été faites. Au final, après avoir passé les dossiers à un comité de sélection, il y a 7 projets. Okay. Et dans les projets, il y en a un qui se réalisait en milieu autochtone, donc pour au Centre d'amitié autochtone de Québec. Ça, c'était le projet Inishun? Inishun pour Sagesse. Alors, ça s'adresse... les personnes aînées qui fréquentent le Centre d'amitié sont des gens qui viennent beaucoup de la Côte-Nord, qui viennent pour des traitements médicaux ou qui choisissent de venir et de demeurer, rester dans l'environnement, donc sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Et la caractéristique du projet Inishun, c'est qu'il s'inscrivait au Centre d'amitié autochtone où il y avait très peu d'activités développées pour les personnes aînées. Alors, au cours des 5 ans, ils se sont investis à développer davantage d'activités
individuel ou de groupe pour les personnes aînées. Alors, chacun des 7 projets ne partait pas du même endroit. C'est un peu le message. Et autre caractéristique, on en avait un pour répondre aux besoins de la population aînée anglophone dans la couronne nord, qui avait peu de services, encore une fois, au niveau des personnes aînées. Et ça a été vraiment un succès là, pour ce projet. Le projet Engaging in Community? Oui, le projet de Voice of English Speaking Québec. Après ça, il y en avait un du côté de Lévis, le collectif M. Oui. C'est le réseau Poivre et Sel dans le... Ah oui, c'est ça. Ça, je l'avais ici. La Haute-Saint-Charles. Oui. Il y avait ma vie sur la côte. Oui, donc sur la côte de Beaupré, en milieu rural. Il y a de chez moi, chez nous, sous l'organisme le Patro Rocamadour, donc dans le quartier Moulou-Mézeray. Et j'en oublie un. Mission Régénération. Mission Régénération dans Haute-Ville de Québec, avec l'organisme Contact Aîné. Ben, parlons de la place de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. Comment vous l'appelez entre vous, là? IVPSA. Vous êtes pas l'IPSA? Non, on prononce toutes les lettres, mais on regarde ceux qui se mêlent. Okay, ouais, c'est qui les inverse. Sa place dans cette grande initiative. Pour l'organisme subventionnaire, on est ce qu'on appelle l'organisme porteur. Oui, ce qui est intéressant, puis André pourra compléter, là, mais avec le financement, c'est un financement pour finalement appliquer des connaissances qu'on a déjà. Donc, c'est des chercheurs qui se mobilisent pour travailler avec le milieu communautaire pour améliorer l'inclusion sociale. Donc, c'est pas juste des chercheurs qui ont des pads puis qui prennent des notes. Non, c'est ça. Il y a une grande partie, 70% du financement retourne là, en fait là, vers les milieux de pratique. Ouais. Puis il y a une partie du financement qui sert aussi à évaluer ce qu'on est en train de faire pour voir, pour s'améliorer en cours de route. Voir si ça marche. Voir si ça marche, effectivement. Puis Angelo et Anne-Marie on va avoir d'autres personnes tantôt qui vont nous confirmer si ça marche. Exactement. Mais il y a quand même une grande partie du financement qui va aux organismes communautaires pour mettre en œuvre des actions. Puis là, quand on dit actions, là, ça peut être des activités pour favoriser, entre autres, là, la participation sociale. Ça peut être pour améliorer, apporter des solutions innovantes, par exemple, sur le transport. Ça peut être pour faire des activités de participation sociale qui n'étaient pas présentes dans les organismes. Donc, concrètement, là, ça sert vraiment directement là, aux personnes aînées elles-mêmes. Puis, ce que l'IVPSA apporte, c'est aussi un accompagnement. Parce qu'on sait qu'il y a des activités qui fonctionnent mieux que d'autres sur le terrain. Fait que nous, avec les recherches universitaires qui ont été faites dans le passé, on peut apporter ces données-là au milieu puis dire, ben, vous voulez faciliter la participation sociale, ben il y a peut-être des activités qui marchent mieux que d'autres. Fait que c'est cet accompagnement-là aussi qu'on a offert, le lien entre le savoir, je dirais, universitaire, mais aussi le savoir des organismes, parce qu'eux aussi, ils ont toute une expertise. Fait qu'en travaillant mieux ensemble, ben on peut apporter des meilleurs services aux personnes aînées. On va peut-être terminer ce premier bloc avec une question. André Tourigny, vous avez dit tantôt que l'Institut a été créé en 2002? Est-ce que cette collaboration-là avec le milieu, est-ce qu'elle était présente dès le début? Est-ce que s'est développé avec les années? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que la réception par rapport aux à ces gens-là qui sont sur le terrain, est-ce que c'est bienvenu? Ben, c'est une bonne question, mais dès le départ, c'était l'intention d'être très proche des partenaires de la communauté, des personnes aînées elles-mêmes. Alors, évidemment, l'Institut s'est créé en 2002, mais il a fallu qu'il se fasse connaître, puis son réseau de partenaires, si je parlais tout à l'heure, qu'elles étaient maintenant 70 au début, ça s'est développé tranquillement. Il a fallu que l'Institut se fasse un nom, qu'on se fasse connaître. Les commentaires qu'on reçoit des partenaires, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'utile et ça les rejoint beaucoup. Ben merci, on va aller plonger un peu plus dans la recherche directement et avec des étudiants entre autres. Alors là, on va entamer le segment. On va aller un peu plus dans l'œil de la recherche avec des nouvelles personnes qui se joignent autour de la table. Émilie Raymond, bonjour. Bonjour. Moi, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Je suis aussi directrice de l'IVPSA. Oui. Puis donc, à ce titre-là, j'ai assumé la responsabilité de l'évaluation de l'initiative pour l'inclusion sociale des personnes aînées. Voilà. Angelo Mandelson-Joseph,
Oui. Bonjour. Alors, moi, je suis candidat au doctorat en travail social. OK. Donc, ici à l'Université Laval. Merci d'être là. Anne-Marie Trempe? Moi, je suis professionnelle de recherche, nouvellement, là, donc ça fait quelques mois. Puis, avant ça, en fait, j'étais auxiliaire de recherche dans le cadre de l'initiative. Puis, en gros, j'ai un background en travail social. Donc, j'ai fait une maîtrise en travail social. Donc, voilà. J'aurais pu en parler avec André tantôt. C'est multidisciplinaire. Si on faisait un espèce de panorama de qui est impliqué dans l'Institut, les disciplines universitaires qui sont impliquées. Émilie, vous êtes en travail social criminel. Est-ce que c'est essentiellement ces domaines-là? En fait, l'Institut profite de la présence de chercheuses et de chercheurs de 7 facultés. Okay. On a l'habitude de dire qu'on couvre les sciences de la santé, les sciences sociales. Donc, on a des personnes de médecine, de réadaptation, de travail social, d'anthropologie, de sociologie, littérature, communication, géomatique, etc. OK. Tantôt, on a glissé un petit mot sur les objectifs de recherche. Déjà, j'imagine, on a des chercheurs, des chercheuses, des profs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à cette initiative? En fait, on avait 2 grands objectifs. Le premier, c'était de documenter le processus de l'initiative, donc de son démarrage jusqu'à sa conclusion. On s'est intéressé à l'expérience des personnes qui étaient mobilisées à l'intérieur de cette initiative-là. On voulait savoir comment s'était passée l'appropriation d'un concept comme celui de l'inclusion sociale, comme celui de l'impact collectif surtout, qui est peut-être qui est un peu plus méconnu. On s'est intéressé... Attendez, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça, l'impact collectif? En fait, l'impact collectif, c'est une approche de changement social qui mise sur plusieurs conditions. En fait, d'abord, ça a été développé là, vers la fin des années 2000, en 2011, Angelo. Puis c'est une approche qui visait, faire face à certaines critiques, à certaines insuffisances de modèles qui étaient utilisés jusque-là pour le développement collectif, notamment les approches top-down qui procèdent de l'extérieur puis qui cherchent à imposer des manières de faire du haut vers le bas sans nécessairement connaître les presse de ministre de la Santé, le top-down. Possiblement que vous avez reconnu. Ça marche bien, hein? Je pense qu'on peut dire que... Je pense qu'il y a certaines insuffisances pourquoi d'autres approches sont arrivées pour combler justement ces problèmes-là. Les limites du top-down. Absolument. Donc, l'approche de l'impact collectif, c'est une approche qui procède à partir des communautés principalement concernées par des enjeux ou des problèmes complexes. Donc, on met en place des conditions pour soutenir les différentes parties prenantes de la communauté pour qu'elles puissent travailler ensemble. Là, on va parler de recherche, mais on va parler aussi d'évaluation, de procédés, de processus. Est-ce que vous faites ça pour les subventionnaires? Est-ce que vous faites ça pour la recherche universitaire? Est-ce que vous faites ça pour documenter l'initiative? En fait, d'une part, il y a une dimension de l'évaluation qui est destinée aux subventionnaires. Pourquoi? Parce qu'on utilise de l'argent public pour développer des projets communautaires. Donc, c'est important qu'on puisse rendre des comptes par rapport à l'utilisation de ces subventions-là. Mais je dirais que l'essence même de ce processus évaluatif-là, c'était de nourrir au fur et à mesure les initiatives, l'innovation sociale qui était évidemment au cœur de l'initiative pour l'inclusion sociale. Donc, nos résultats ont pu alimenter ce qui se passait sur le terrain. On a tiré des apprentissages qui vont être utiles pour la poursuite des choses sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec, puis qui, de manière plus large, vont pouvoir contribuer à l'essor puis à l'utilisation du modèle d'impact collectif, puisque nos conclusions nous amènent à souligner certains facilitateurs de l'impact collectif, puis en même temps de voir que sous certains angles ou dans certains aspects, il y a des manières de travailler qui pourraient être améliorées. Fait que finalement, c'est pas de se dire hey, on a fait une bonne job, etc. C'est de souligner le travail bien fait, mais aussi de constater que certaines choses qui pourraient être faites autrement pour mieux atteindre les objectifs de l'impact collectif. Donc, nos 2 objectifs, c'était de documenter l'expérience des acteurs, puis aussi de voir les effets perçus de l'initiative pour les personnes aînées et les parties prenantes, les gens des organismes qui étaient impliqués. Donc, ça demandait des dispositifs qui étaient sensibles à la manière dont ça avait été vécu l'initiative par les personnes principalement concernées, particulièrement, notamment, les personnes aînées. Ces techniques-là, est-ce qu'elles existaient? C'est sûr qu'il y a des outils qu'on a nous-mêmes mis en place
place pour faciliter ce processus de collecte et d'analyse de données. Mais la plupart, c'est des outils qu'on connaît déjà, qui existaient déjà en sciences sociales, en sciences humaines. Donc, par exemple, donc, comme Émilie vient de le dire, donc on travaillait principalement à partir des perceptions au vécu, par rapport au vécu, en fait, des différentes parties prenantes de l'initiative. Donc, on était plus dans une démarche qualitative. Donc, on travaille avec le vécu, ce que les gens ont vécu au cours de leur expérience. On n'est pas sur des données chiffrées, mais plus sur des données... des témoignages, Exactement, des témoignages des différentes parties prenantes, dont les personnes aînées, donc qui ont contribué grandement à cette évaluation-là, qui ont donné leur avis, en fait, sur les effets de l'initiative, sur leur vécu de tous les jours. On l'a pas dit... Attendez, Angelo, on l'a pas dit tantôt. Vous travaillez sur quoi, votre doctorat? Alors... Bon, c'est intéressant de poser la question. Non, mais parce que souvent, on dit « Ah oui, j'ai un doctorat. » Puis les gens, ils demandent jamais c'est quoi le sujet. C'est sûr que des fois, c'est niché, mais s'il y a un endroit où on peut aller dans le niché, c'est bien ce projet-là. En fait, ma thèse porte sur l'initiative en soi. C'est ce qui m'intéressait, en fait, de travailler sur un projet concret. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de comprendre comment les différentes parties prenantes de l'initiative ont vécu l'expérience d'impact collectif. Moi, je me suis intéressé au processus, mais en fait, dans le cadre de l'initiative en soi, donc, il y a le processus et les effets de l'initiative. L'approche d'impact collectif, c'est une approche, on peut dire, qui est nouvelle. Nouvelle dans le sens que ça a été développé il n'y a pas longtemps. Mais il y a d'autres expériences qui ont été mises en place au Québec qui ressemblent un peu à ce qui est décrit, en fait, dans l'impact collectif. L'intérêt d'inclure des étudiants, Émilie? Ben, en fait, ça Parce que là, je sais que les gens vont dire... Parce que les gens sont cyniques, ça doit coûter moins cher. Je vais essayer de trouver des arguments. J'ose croire qu'il y a autre chose. Bien sûr. En fait, ça fait partie de la mission universitaire que d'impliquer des étudiants et des étudiantes dans toutes nos démarches. Donc, on est avant tout à l'Université des professeurs, dont la responsabilité, c'est de former la relève aux différents métiers de la recherche. Donc, pour moi, c'est vraiment au cœur de ma pratique de recherche. Par ailleurs, le fait d'intégrer des étudiants, ça nous permet d'enrichir grandement nos projets parce que ce sont des personnes qui arrivent avec des trajectoires, des expériences qui sont utiles à intégrer, à considérer, qui ont des points de vue qui sont souvent inédits, neufs sur nos objets de recherche et particulièrement dans le cadre de l'évaluation de l'initiative, on parle d'une perspective intergénérationnelle, donc des chercheuses en devenir, des chercheurs en devenir qui sont plus jeunes, qui ont l'occasion de réfléchir à des thématiques en lien avec le vieillissement et l'âgisme. Ça a été un processus qui a été extrêmement nourrissant pour chacune d'entre nous. Anne-Marie, vous n'avez pas entendu encore? Je peux peut-être parler un peu de mon parcours, possiblement. Oui. Quand j'ai appliqué sur le poste d'auxiliaire, j'étais dans mes débuts à la maîtrise. Puis ça m'a vraiment ouvert sur un monde que je connaissais pas. Parce que travail social, souvent, on s'imagine que c'est uniquement de l'intervention. Avec des jeunes, dans des centres jeunesse. Oui, ou des personnes âgées, mais on pense DPJ. Je parle dans le grand public, c'est ça. DPJ, on va penser à ça en premier. Mais... fait que moi, ça m'a ouvert vraiment vers un autre univers, finalement, qui est la recherche. Puis on n'y pense pas nécessairement quand on fait nos choix d'études que cette branche-là qui est là. Mais moi, ça a été une super belle découverte. La preuve, c'est que j'ai poursuivi. J'aurais pu faire de l'intervention à la fin de ma maîtrise, mais je suis encore là. Fait que voilà, c'est... Est-ce qu'il y a une culture de la recherche à développer dans les universités, à l'Université de Laval, entre autres? Non, j'ai dit une culture de recherche, je sais qu'il y a de la recherche. Est-ce que c'est une évidence pour les étudiants ou faut vraiment, parce qu'Anne-Marie, visiblement, tu te destinais pas à ça? Émilie, en tant que prof... je pense que vous l'avez vous-même mentionné tout à l'heure, ce stéréotype-là relatif au chercheur avec son pad extérieur aux choses. Son sarrau blanc. C'est un préjugé tenace. Je pense que la recherche occupe une place diversifiée en fonction des programmes. Si je peux parler pour le travail social, moi, j'ai longtemps donné le cours Introduction à la recherche sociale, où la plupart des étudiantes allaient avec la mort dans l'âme. C'était perçu comme le cours à ne pas suivre. Est-ce que c'est un cours obligatoire? C'est un cours obligatoire. Voilà. Ça, c'est les pires. Mais c'était le pire parmi les cours obligatoires, comparativement, par exemple, aux cours d'intervention en travail social. Mais c'est sûr que comme prof, on a une job. On a une job de socialiser la recherche d'une manière qui soit intéressante. Mais effectivement, il reste du travail à faire. Si on présentait certains concepts,
spécifiquement lié à la recherche dans cette initiative-là? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Angelo? Alors, déjà, il y a l'impact collectif comme concept et sur lequel on a travaillé. C'est une démarche qui a été, c'est un modèle qui a été développé en 2011 aux États-Unis. Et depuis, en fait, c'est beaucoup utilisé, en fait, ici au Canada, aux États-Unis et en Australie. Mais si on regarde dans la pratique, donc, ça reprend beaucoup de choses qui se fait ici au Québec. Par exemple, quand on parle d'impact collectif, ça me réfère directement au concept de développement des communautés ici au Québec. Donc, les pratiques sont les mêmes, mais sauf que dans l'approche d'impact collectif, donc, c'est formalisé en 5 conditions de réussite et 3 conditions préalables. Voilà. C'est la mise en place d'un plan d'action commun dans le cadre de l'initiative. Donc, il y avait les 7 projets locaux portés par des organismes communautaires. On a parlé aussi d'une communication continue entre les différentes parties prenantes. Donc, pour favoriser vraiment la continuité de la collaboration. On parle aussi d'un plan d'évaluation commun. Donc, nous, notre rôle à travers l'initiative, c'était d'évaluer tout le dispositif qui a été mis en place. Donc, il y a d'autres conditions. Donc, c'est les conditions préalables. Déjà, il faut qu'il y ait un consensus sur ce qui fait problème. Donc, ça, c'est l'élément central. Ça, je sais que c'est un processus qui n'est pas forcément facile et évident dans le sens que c'est divers acteurs, qui dit divers acteurs, divers enjeux autour de la table. Donc, ça prend du temps déjà. Et ça prend des ressources. Donc, comme vous le connaissez déjà, donc pour les organismes communautaires en particulier, c'est pas évident, ces ressources-là. Ça a été l'un des enjeux de ce projet-là, c'est trouver du personnel qui reste en place, en fait. C'est pas forcément la faute à personne, mais c'est juste que dans le circuit, en fait, dans ce système-là, donc, on n'a pas toujours les moyens pour garder le personnel à 32 heures, par exemple. Et ce qui a été intéressant dans le cadre de ce projet-là, c'est que ça a été fait dès le début. Donc, ils n'ont pas attendu à la fin ou du moins au milieu de la mise en œuvre pour lancer le processus d'accompagnement. Ça a été fait dès le début et ça a été très facilitant dans le sens que on est sur un concept nouveau pour la plupart des personnes. Donc, l'accompagnement était indispensable. Déjà pour l'appropriation du concept d'impact collectif et l'appropriation déjà du plan d'action commun. Donc, c'est sûr que les acteurs se sont mis ensemble pour développer le plan, mais se l'approprier et pour dire que ça, c'est mon plan, je vais travailler là-dessus. Donc, ça prenait du temps et ça demandait de l'accompagnement et je le disais tantôt, c'était un élément fondamental de ce projet. On l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un projet quand même costaud. Puis, ça s'est déroulé sur plusieurs années. Donc, on peut penser à plusieurs défis là, auxquels on a dû faire face. À la période d'émergence, donc dans les tout débuts du projet. Je ne sais pas si Mireille l'a mentionné tout à l'heure, mais en tout cas, au tout début, il y a eu le processus d'appel à projet. Donc, c'était un mot tantôt. Oui, génial. Puis ça, en fait, ça a eu comme effet de générer une certaine compétition entre les projets. Oui, tout à fait. C'est en soi contradictoire avec l'idée de créer une concertation, une collaboration, puis dans une perspective d'impact collectif, finalement. La compétition qui a été engendrée par ce processus-là, c'est ça n'a pas facilité après la mobilisation là, entre les acteurs. Puis Est-ce que ça crée des jalousies? Là, je suis un néophyte, là, je ne suis pas chercheur. Mais quand arrive une initiative comme ça, il y aura sûrement beaucoup d'appelés, mais tout le monde ne sera pas inclus dans l'initiative. Est-ce que ça a créé des tensions entre les organisations? Est-ce que... de ce qu'on a observé, il n'y a pas eu de tension ou du moins de conflit ouvert entre organismes. C'est sûr qu'un processus pareil, donc ça génère quand même quelques frustrations de la part de ceux ou celles qui ne sont pas retenus et qui souhaitaient faire partie de l'expérience, mais pour une raison ou pour une autre ne l'est pas. Ça laisse un arrière-goût amer un peu. Au contraire, donc il y avait il y avait les organismes porteurs, mais il y avait aussi des organismes collaborateurs et partenaires. Donc, ça roulait bien, en fait. Je comprends. Oui, je continue un peu dans cette même étape-là. Là, il y a eu beaucoup de contraintes de temps. Donc, entre le processus d'appel à projet puis la mobilisation des acteurs, on sait que le temps dont disposaient les organismes était super limité. C'est un défi, donc, pour vous, en tant que chercheur, de s'assurer que les gens sont avec vous et ont le temps. Effectivement. Puis l'implication dans l'initiative, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça a été nommé beaucoup que justement, les gens devaient mettre de plus en plus de temps là-dedans sans avoir les ressources proportionnelles pour se faire. Fait que
C'était là un gros enjeu aussi. Là. Ensuite, il y a tous les défis contextuels. Un des majeurs, c'est celui de la pandémie. Donc, évidemment, la COVID, là, c'était quelque chose. Ça a vraiment ralenti les activités, ça a restreint la mobilisation, puis ça a exacerbé les problèmes de main-d'œuvre, de roulement de personnel, donc qui étaient déjà présents là, chez les organismes communautaires. Il y a aussi le fait que même quand ils réussissaient à recruter du personnel, il y avait quand même une difficulté à le garder, entre autres à cause des conditions du communautaire versus... c'est pas une vocation, le communautaire? On l'entend souvent, ça, dans des élus. Ces gens-là aiment ça, faire ça avec peu de moyens. Oui, il faut avoir le cœur à la bonne place, ça c'est certain, mais ça suffit pas. C'est ça, exactement. C'est difficile de garder les gens quand les conditions sont pas là, puis surtout quand on compare avec les secteurs publics, privés, c'est assez difficile. Les restrictions sanitaires aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ça a eu une incidence vraiment majeure sur justement la mise en œuvre de l'initiative, tout ce qui est contact, en fait, contact spontané, c'était plus possible, donc ça a vraiment modifié la dynamique finalement des groupes. J'imagine qu'il y a eu des découvertes. Je ne sais pas si on peut parler de découverte en tant que telle, mais on a comment dire observé certaines choses. Donc une chose qu'on a constatée, c'est l'effet en fait de l'introduction de l'approche d'impact collectif sur la façon de fonctionner des organismes communautaires. On a les organismes communautaires qui travaillent sur le terrain, qui étaient déjà sur une dynamique, OK? Donc, il y a aussi les bailleurs de fonds, les organismes publics qui proposent des projets, des programmes et tout, qui arrivent avec des modèles, OK? Ce qui arrive, c'est que ces organismes-là sont obligés d'utiliser ces modèles parce que les financements sont liés à l'utilisation de certains modèles. C'est sûr que ça a été perçu comme une démarche un peu extérieure dans le sens que ça a été apporté par un organisme public, mais n'empêche que les organismes qui sont sur place, donc ces organismes-là ont fait en sorte de se l'approprier. Ça n'a pas été facile, hein? Donc, ce qu'on a observé, c'est que c'est une appropriation progressive. Dans les premières années, donc il n'y a pas eu de refus catégorique d'utiliser l'impact collectif, mais il y avait des questionnements. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, les acteurs ont constaté que c'est une approche qui est pertinente parce que ça permet de travailler ensemble, OK, de savoir ce que l'autre fait sur le même territoire, OK. Ça permet de créer le dialogue. Ce qui est intéressant, ce qu'on a observé, c'est que c'est gagnant lorsqu'on implique en fait les différents participants, les acteurs du territoire dans les différentes étapes, y compris lors du choix de l'impact collectif, ce qui n'a pas forcément été le cas. Ah ouais, je comprends. Donc la deuxième chose, c'est le choix qui a été fait par l'équipe au moment de la mobilisation, de s'appuyer sur les dynamiques existantes, sur des acteurs qui existent déjà sur le territoire. Donc, de ne pas essayer de, de réinventer la roue. Il y a des acteurs qui sont sur le terrain. C'est sûr qu'il n'y avait pas une dynamique de collaboration dans la perspective d'impact collectif, mais les gens travaillaient déjà un peu ensemble, donc soit de manière ponctuelle sur des projets, ils se connaissaient en fait. Un autre élément qui est une condition gagnante de l'impact collectif, c'est l'accompagnement. Et ça, c'est indispensable. Donc, si on ne le fait pas avec une démarche nouvelle, on risque de se retrouver avec quelque chose, Non, mais attendez, Angelo, ça semble, pour moi, ça semble évident, l'accompagnement. Ça, c'était nécessaire d'avoir quelqu'un pour l'accompagner. Parce que là, c'est des questions de néophytes, je ne suis pas dans le milieu. Est-ce qu'il y a une méfiance des chercheurs, des universitaires, auprès du communautaire? Donc, la relation, le sens de la relation, c'est des chercheurs vers les organismes d'action communautaire et vice-versa. Il y a une méfiance des deux côtés? Ben, je pense que c'est des univers. Je demande s'il y en a une. Oui. Ben, je pense que on parle d'une approche, l'impact collectif, qui est intersectorielle, donc des secteurs différents qui travaillent ensemble. Des secteurs thématiques, par exemple, les organismes dans le domaine des personnes qui rejoignent des personnes autochtones, des organismes qui rejoignent la communauté anglophone, etc. Donc, c'est des organismes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se côtoyer, de travailler ensemble puis d'agir de façon concertée. J'avoue. Donc, l'accompagnement, ça consiste peut-être à expliquer certaines choses, mais ça consiste surtout à se donner les conditions de rencontres, d'échanges. Mais c'est sûr que les stéréotypes à l'égard de la communauté universitaire sont nombreux, n'est-ce pas? On les perçoit comme des personnes qui sont dans sur leur piédestal, tu sais, dans leur tour d'ivoire universitaire, etc. Donc, oui, c'est important peut-être de vulgariser le rôle de l'équipe de chercheurs par rapport à l'évaluation, d'aller à l'encontre de certaines résistances
distance, puis surtout de développer des manières de recueillir des données évaluatives qui soient respectueuses du rythme des activités, de ce qui s'y faisait, des manières de faire, de dire. C'est pour ça qu'on a privilégié des méthodes comme d'aller faire des entrevues avec les personnes aînées au gré des activités qui étaient déjà dans les organisations. On a fait des groupes de discussion avec des intervenants, des chargés de projet, parce que le groupe de discussion, c'est une méthode très amicale où on discute, un peu comme on le fait peut-être ensemble en ce moment, mais on discute de nos expériences, puis on réfléchit les uns avec les autres sur ce qui nous semble facilitant. Mais là, il faut colliger tout ça. Comment ça fonctionne? Oui. On n'a pas beaucoup parlé de la collecte, en fait, de la méthode, parce qu'on est dans la recherche. Forcément, ça prend des données. Oui, absolument. Puis moi, personnellement, je suis arrivé sur le projet en 2011. J'ai fait de l'observation de 2011 jusqu'à la fin. Donc, ça existe, là. Ah, pardon, 2021! Pardon! 2011. Je m'excuse, en 2021, pardon. On perd la notion du temps. C'est tellement long, le doctorat. Donc, je suis resté en observation pendant à faire de l'observation, pardon. Avec votre pad, comme on parlait tantôt, là, c'est ça? Non, je sais pas comme ça. J'étais plus... comment dire, on participait dans des activités avec les personnes aînées. Donc, on était plutôt dans cette dynamique-là. On n'était pas des chercheurs, genre qu'on reste dans notre coin et tout. Voilà. On a utilisé un logiciel de traitement de données qualitatif. Ça s'appelle NVivo. Donc, de faire ressortir de jouer avec les données. Et en gros, ça montre que le projet, c'est un projet très pertinent dans le sens que ça répond à certains besoins des personnes aînées. L'initiative est terminée? Oui. Qu'est-ce qui va en rester? Peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que le terme de l'initiative, c'est de soutenir l'inclusion sociale des personnes aînées. Donc, c'est certain, vous avez demandé tantôt, c'était quoi le problème à l'origine de l'initiative, puis on n'y a pas répondu. Puis je pense qu'on s'entend sur le problème, c'est-à-dire l'agisme qui est latent, qui est très présent. Il est pas latent, en fait, il est très agissant dans notre société. Puis il y a des impacts sur les possibilités pour les personnes aînées de faire pleinement partie de l'ensemble des sphères de la société. Puis parfois, c'est de l'agisme qui est intériorisé. On va s'auto-exclure nous-mêmes des occasions de participation sociale. Donc, l'initiative... Mais ce sur quoi on s'entend pas, c'est comment agir sur, justement, l'agisme, etc., Parfois, on a des solutions qui sont plus individuelles, en voulant dire, si tu veux participer socialement, fais-le. Ce discours de la conscription, là, comment on dit, là, aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, qu'on va faire reposer sur l'individu aussi. Exactement, sur des épaules qui sont individuelles, alors que l'initiative, c'est ton pari, c'est de le faire de façon concertée, globale, à l'échelle des communautés, en faisant travailler ensemble des secteurs qui, bien qu'ils peuvent se côtoyer dans le cadre de tables de concertation, n'ont pas toujours nécessairement l'habitude de travailler ensemble de manière organisée dans le cadre d'un projet sur plusieurs années. Donc ça, je pense que ça va laisser des traces durables dans la communauté métropolitaine de Québec. Puis il y a des organisations qui maintenant se connaissent et vont poursuivre différentes formes de collaboration. Je vais laisser André rebondir. Dès la première année, ou 2020, on a parlé du contexte de pandémie, mais rapidement, on a mis la pérennité sur la table. Oui. Donc, pérenniser les activités. On a dit qu'il y a beaucoup de projets qui ont développé des activités qui n'existaient pas. C'est pas dit que ces activités-là vont survivre. C'est ça. Donc, il fallait s'y pencher pour voir comment. Le deuxième niveau de pérennité, c'est la mobilisation. Il y a des projets qui ont mis sur pied des tables de concertation. Puis le troisième aspect de pérennité, c'est celui qu'on pense tout le temps puis qu'on dit ça sera pas possible, c'est le financement. Donc, dans les 7 projets, ils ont tous évolué différemment. Il y en a effectivement qui ont réussi à pérenniser les activités parce que les collaborateurs ou les partenaires avec lesquels ils étaient associés ont repris à même leur mission, la réalisation d'activités. Donc, il y a un changement. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est un exemple de pérennité, de pérennisation des activités. Wow, La mobilisation, je parlais de création d'une table. La table a eu une reconnaissance officielle ou va en avoir une et va continuer un peu dans le même esprit de voir comment ensemble, des parties prenantes, on va pouvoir développer des choses pour toujours favoriser l'inclusion. Puis le financement, il y a des projets qui ont réussi à aller chercher du financement pour prolonger ou développer des facettes de ce qui avait été
fait durant les 5 premières années. C'est pas pareil dans les 7 prochains, mais il y a eu des efforts importants pour pérenniser. Peut-être aussi mentionner, on l'a pas mentionné d'entrée de jeu, puis c'est Émilie qui me faisait penser, là, suite à une de vos questions, oui. L'inclusion sociale, ça inclut plusieurs domaines, mais juste, si on regarde juste le domaine des relations sociales, l'isolement social, la solitude, c'est montré qu'il y a des effets néfastes sur la santé physique, santé mentale, l'adoption, le maintien de saines habitudes de vie, de plus en plus pointé du doigt pour le développement de troubles cognitifs, neurocognitifs majeurs, anciennement appelés les démences. Donc, c'est pas négligeable, et ça, c'est juste un volet. On peut penser à l'aspect économique ou du travail, les gens qui se sentent pas inclus, c'est le bien-être, la qualité de vie. Alors, il n'y a pas d'indice encore actuellement développé pour avoir une mesure des 8 domaines ensemble. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on les aborde par domaine, il y a plusieurs conséquences néfastes pour la personne. Puis, pour la pérennité, ce qui a aussi aidé, c'est toutes les activités de diffusion. Ça, Marie-Claude peut les résumer parce qu'elle a mené ça de main de maître. Mais il y a eu beaucoup et très diversifié et ça a fait connaître l'initiative tant en dehors de la communauté métropolitaine et au sein des partenaires de chacun des projets, ce qui peut avoir aidé à la pérennisation. Marc-Claude Savoie, communication, réseaux sociaux, photos. Allô? Bon, ben André? En fait, vous saviez qu'il y avait un défi à ce niveau-là. Oui, parce que c'est une des parties qui composent l'impact collectif des communications, excellente communication à l'interne, mais aussi à l'externe. C'est le rôle que Marie-Claude a joué. Donc, cet aspect-là était aussi présent depuis le début. Puis, il y a eu un roulement et on a fort heureusement pu recruter Marie-Claude. Marie-Claude, c'était quoi votre background, vous? Moi, j'ai travaillé pour plein d'organisations privées, des PME, comme des grandes entreprises. En communication. Et est-ce que vous aviez touché à cet aspect-là, communautaire, aîné? Alors, ça a été quoi comment vous avez réussi à faire un si bon travail? On me chuchote dans l'oreille que vous avez fait un excellent travail. Bon, mais tant mieux. J'ai fait mon possible. Puis, c'est sûr que ça a été un défi de transporter mon bagage plus corpo vers... diffusion de la recherche, travailler avec des organismes communautaires. Une des raisons pourquoi j'ai autant aimé mon travail pendant les 3 années où j'ai été là, c'est que la communication peut vraiment faire une différence sur un territoire. Puis aussi, si on peut debunk des préjugés sur la recherche, le milieu de la recherche, c'est vraiment un milieu aussi qui est créatif. Les chercheurs, c'est des personnes qui sont hyper créatives aussi. Ça, Non, mais c'est intéressant, on n'en parle pas souvent. Puis moi, j'en rencontre de plus en plus. Puis je me rends compte que souvent, les chercheurs et les chercheuses, dans leur temps libre, dans le privé, ont des activités créatives, font de la musique, mais c'est vrai, parce qu'il y a la part créative, on l'oublie, on part de rien quand on fait de la recherche. Juste la recherche, en gros, c'est aussi beaucoup de résolution de problèmes. Puis faire de la résolution de problèmes, c'est de la créativité aussi. Tout à fait. Puis en recherche, il y a des moyens un peu classiques là, de diffuser les connaissances, que ce soit la création, l'organisation de colloques, faire des conférences, donner un cours à l'université, faire une affiche scientifique, faire des articles scientifiques. Faire de la balado. Puis là, moi, il faut faire de la balado comme aujourd'hui. Mais quelqu'un qui travaille en communication, l'avantage, c'est que moi, je connais d'autres leviers pour aller peut-être chercher des gens qui sont en dehors de la sphère scientifique, donc les citoyens ou aussi les médias. Parce qu'évidemment, deux de nos objectifs qui étaient assez centraux, c'était de lutter face à l'âgisme, puis aussi d'assurer les communications continues, mais à différents niveaux. Il y avait avec les 7 projets, mais il y avait aussi avec les partenaires, mais aussi avec les gens dans la CMQ aussi en général. Moi, j'ai apporté un peu des idées, des fois farfelues, pour diffuser les connaissances. Ce qui fait que, par exemple, on a fait beaucoup de relations de presse, on a réussi à avoir de la belle visibilité dans les médias locaux. Dans les médias locaux. Oui, dans les médias locaux. Est-ce qu'il y avait un désir d'aller dans les plus grands médias? Parce que les enjeux... On les a pas tous fait à Québec, là, donc autant TVA, Radio-Canada. Oui, le truc, en tout cas pour peut-être les chercheurs qui nous écoutent, c'est toujours de proposer un angle qu'on se dit, bon, je sais que les médias vont vouloir un peu instrumentaliser ce que j'ai à leur apporter. Fait que on va là, ça, j'aime ça. Comment on fait? On trouve dans le calendrier, tout simplement, le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. On en a profité il y a quelques années pour faire le lancement d'une série documentaire sur les relations intergénérationnelles. Le contenu de ces documentaires-là était basé sur de la recherche, sur l'âgisme, sur les relations intergénérationnelles.
Et puis, en le contextualisant dans un événement de la vie courante, qui lui rend ça un peu moins épeurant, un peu moins universitaire, ben là, crime, il y a une journée spéciale que les médias aimeraient peut-être couvrir, puis ça donne que moi, j'ai quelque chose à leur offrir. Fait qu'on a un peu joué là-dessus. Ça, je dis aussi à mes collègues, là, il faut créer la nouvelle. C'est pas grave si se passe pas grand-chose. On crée la nouvelle, puis on verra si les gens embarquent. Puis souvent, les gens embarquent parce que veut pas, avec la pandémie, oui, ça a été un frein, mais pour les communications, les relations de presse, ça peut être quand même un levier parce que ça a mis un peu l'agisme puis l'isolement des personnes aînées un peu plus à l'agenda. C'est vrai. Est-ce que le fruit de tout ça est disponible maintenant? C'est-tu colligé? Y a-tu des rapports disponibles? Oui. Une des choses que j'ai fait là, en tant que conseillère en communication, ça a été de créer des rapports peut-être pas des rapports typiques là, de rapports de recherche. Ils sont disponibles sur le ivpsa.ulaval.ca dans la section publication. C'est une série de cahiers notamment là, qui retracent les réalisations, peut-être un peu plus dans le concret, en lien avec l'impact collectif. Non, mais on parlait de pérennité tantôt, c'en est ça, c'est-à-dire que tout ça puisse être accaparé par d'autres organisations. Oui, parce qu'évidemment, l'équipe de recherche va créer des outils de communication scientifique, vont créer des articles de recherche plus conventionnels. Ça nous paraissait primordial, étant donné qu'on a travaillé main dans la main avec le communautaire, de créer des outils de communication, de diffusion qui allaient être accessibles pour les gens un peu. Ben merci à vous tous et toutes, André Tourigny, Mireille Fortier, Élie Raymond, Angelo Mendelssohn-Joseph, Anne-Marie Trempe, Marie-Claude Savoie. Marie-Claude Savoie, voilà. On va se reparler, vraiment. Merci à vous tous.